Bonjour, il est 10 heures pile, donc on a le droit de commencer. Bienvenue au troisième cours. Le troisième cours va porter sur la modélisation multi-échelle des matériaux. Alors en soi, c'est une gageure de se dire qu'on va parler de la modélisation multi-échelle des matériaux pendant une heure, sachant que c'est probablement une des lignes directrices majeures de la science des matériaux qui s'est développée au cours des 10-15 dernières années. Et on pourrait sans problème faire tout un cours au Collège de France autour de ce thème-là, avec cours, séminaires, workshops, conférences, enfin tout ce que vous voulez. Donc je n'ai pas du tout l'intention d'être exhaustif de ce point de vue-là. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, dans l'heure de présentation, c'est de vous expliquer pourquoi on se pose la question, comment on se pose la question, vous donner quelques exemples de la manière dont on le mène à bout. Vous aurez ensuite un exemple détaillé qui sera donné dans le séminaire par Marc Fivel sur la façon dont on fait de la modélisation multi-échelle pour le comportement mécanique des matériaux dans des conditions particulières. Et cet après-midi, le workshop va comprendre un certain nombre de séminaires autour de cette thématique-là par des conférenciers. Donc il y en aura notamment un qui sera le pendant de celui qu'on aura eu ce matin sur les propriétés mécaniques, du côté de la jeunesse des microstructures, puis un ensemble de séminaires qui vont illustrer ces thématiques-là. Alors, donc, mon travail ce matin, c'est d'essayer de vous convaincre de l'utilité non seulement du séminaire d'après, mais de l'ensemble de cette démarche dans le domaine de la science des matériaux, mais avec toujours cette optique que j'ai donnée au début dans la leçon inaugurale, qui est d'aller vers le matériau sur mesure. Alors, je reprends donc le fil rouge, qui est le début de chacun de mes exposés, qui était la fin de la leçon inaugurale. Vous avez en bleu pâle ce qu'on a déjà fait. On avait commencé par parler des matériaux architecturés. On s'est dit, ces matériaux architecturés qui sont des façons de faire des matériaux sur mesure, il faut les choisir au mieux, les matériaux en question. Donc ça a conduit au séminaire et au cours de la semaine dernière sur les méthodes de choix de matériaux. Et choisir au mieux les matériaux, ça veut dire aussi être capable de faire évoluer le menu des matériaux. Et en substance, l'idée de la modélisation multi-échelle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des outils qui sont susceptibles de vous aider à améliorer le menu des matériaux. La semaine prochaine, après vous avoir parlé aujourd'hui de comment améliorer le menu des matériaux, la semaine prochaine, je vous parlerai de la manière dont ils se dégradent, c'est-à-dire les questions de durabilité. Pourquoi ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on pourrait le rêver quand ça marche très bien au départ. Donc aujourd'hui, on se focalise sur cette idée de la modélisation multi-échelle qui est essentiellement de savoir, alors à grands traits, comment aller de l'atome au composant. Alors c'est absolument essentiel dans le domaine de la science des matériaux pour une raison toute simple, c'est que ce à quoi vous êtes intéressé, ce sont les propriétés, et ce que vous maîtrisez, ce sont les procédés. Et que pour passer des propriétés aux procédés, la logique de la science des matériaux, depuis que la science des matériaux existe, est une logique qui est de passer par la maîtrise des microstructures. Donc les procédés, c'est des choses qui se passent à l'échelle du mètre ou du kilomètre, enfin à des très grandes échelles. La microstructure, c'est à l'échelle du micron et en dessous, jusqu'au nanomètre, voire plus petit. Donc là, vous avez nécessairement un changement d'échelle. Et puis, les propriétés qui vous intéressent sont à nouveau des propriétés qui vous intéressent au niveau macroscopique. Donc vous avez à nouveau à passer d'une échelle microscopique à une échelle macroscopique. Et vous voulez, dès l'instant où vous voulez essayer d'avoir un guide de lecture des améliorations possibles, et bien c'est pour ça que vous avez besoin de ces outils de modélisation. Donc la modélisation, le changement d'échelle est au cœur de la science des matériaux et la modélisation multi-échelle est une traduction en termes d'outils de modélisation de ce qui est au cœur de la science des matériaux. Alors multi-échelle, ça veut dire multi-échelle d'espace et ça veut aussi dire multi-échelle de temps. C'est-à-dire très typiquement un certain nombre des propriétés que vous allez regarder sont des propriétés qui sont des propriétés de comportement dans des temps qui sont beaucoup plus longs que les temps pendant lesquels vous faites les essais, par exemple. Donc là, vous avez un changement d'échelle de temps pour ce qui est de comprendre comment des essais courts peuvent me conduire à comprendre comment se comporte le matériau sur des temps longs. Vous avez aussi des problèmes de changement d'échelle de temps, vous avez aussi des problèmes de modélisation en termes de temps, dès l'instant où les mécanismes élémentaires qui vont conduire à l'émergence d'une microstructure ou à la mobilité des défauts qui vont faire de la plasticité, par exemple, eh bien, ces échelles de temps sont beaucoup plus courtes que les échelles de temps auxquelles vous allez regarder le matériau. Donc vous allez nécessairement avoir à changer d'échelle de temps et changer d'échelle d'espace, voire à faire les deux. Alors, pourquoi multi? Là, pour l'instant, c'est simplement un changement d'échelle dont je vous parle. Pourquoi multi?
Eh bien, voilà un diagramme qui vous donne différentes, en parallèle, pour différentes classes de matériaux, les 3 grandes familles dont j'avais parlé au premier cours, pour différentes classes de matériaux, des échelles d'espace, des échelles d'espace qui vous donnent différentes états microstructuraux, différentes caractéristiques de la microstructure, et les propriétés qui vont avec. Et vous voyez que les échelles d'espace vont aller depuis des choses qui se passent dans l'interaction interatomique, ou si vous vous posez des questions d'endommagement et de rupture, vous allez être obligé de considérer des objets qui vont être à l'échelle du micron ou de la dizaine de microns, qui vont être des inclusions pour comprendre le comportement d'un matériau au niveau macroscopique. Donc, suivant le problème que vous êtes en train de regarder, les caractéristiques microstructurales qui sont pertinentes ne vont pas forcément être à la même échelle. Si vous regardez du point de vue des propriétés mécaniques, quelle est la limite d'élasticité d'un matériau, les microstructures d'un alliage qui sont importantes vont se trouver à l'échelle de quelques nanomètres à quelques microns. Si vous vous posez des questions de mécanique de la rupture, la plupart du temps, tout ce qui va se passer à ces échelles de quelques nanomètres, c'est quelque chose qu'on va condenser dans un comportement du matériau qu'on va être obligé d'utiliser pour comprendre ce qui arrive à une inclusion qui se fracture ou des cavités vont apparaître, où là, l'échelle est beaucoup plus de l'ordre du micron ou de quelques microns. Donc, quand j'entends simulation multi-échelle, modélisation multi-échelle, il faut être clair qu'on est en train d'aller de l'atome au composant, si vous voulez, mais on ne va pas faire toutes les étapes pour tous les problèmes. Donc, même si c'est une façon de vendre la modélisation multi-échelle, de dire je pars de l'atome et je vous construis une centrale nucléaire, c'est une manière de la vendre, ce n'est pas une manière de le faire. Les choses sont plus subtiles que ça. Alors donc, au cœur de la science des matériaux contemporaine, cette idée de faire une modélisation multi-échelle. Alors, quand on se pose la question du multiscale modeling, c'est un peu un buzzword, c'est un mot qu'on trouve partout, et c'est le Graal d'à peu près tout le monde, si je puis dire. Et c'est très amusant d'essayer de voir ce que veut dire modélisation multi-échelle dans tout un ensemble de domaines. Alors, je me suis amusé à regarder ça. Ça, c'est ce que vous allez avoir typiquement chez des gens qui font de l'engineering design ou du process design. Donc, ils vont être assez vagues. Ils vont dire par là, vers les très basses échelles, bon, il y a de la mécanique quantique, il y a des électrons, je ne sais pas trop, mais je suis sûr que ça y est, donc je mets une boîte là-dessus. Et puis, au fur et à mesure qu'on va mettre un certain nombre de boîtes, les gens vont être de plus en plus précis sur les boîtes qui les concernent directement. Alors, on va regarder un exemple de ça dans un domaine qui est le domaine, ici, des revêtements routiers. Revêtements routiers, les gens de la science des matériaux n'y pensent pas forcément, les gens du génie civil y pensent beaucoup, parce que vous avez des centaines de milliers de kilomètres de revêtements routiers, et ils vont se poser des questions qui sont vraiment des questions de modélisation multi-échelle, en ce sens que ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment le revêtement routier va pouvoir tenir au passage des camions. Vous avez pour ça à comprendre comment se comportent dans le temps, donc il y a des problèmes difficiles, puis c'est un problème de durabilité, les agrégats bitume, cailloux. Vous avez dans le bitume à regarder quelles sont les différentes phases qui vont apparaître au cours du traitement thermique du dépôt d'un bitume. Et puis vous avez toute la chimie en amont qui est la formulation du bitume. Et ce que je viens de vous montrer ici, c'est quelque chose que vous pourriez traduire de la même manière dans la science des matériaux plus classique. Vous avez simplement changé les boîtes. Donc la préoccupation de faire de la modélisation multi-échelle est une préoccupation qui est constante dans l'ensemble des gens qui vont utiliser des matériaux. Alors, regardons un autre exemple ici. Là, vous avez des gens qui parlent de modélisation multi-échelle. Alors là, une multi-échelle d'espace en ce qui concerne le béton. Donc, on est toujours dans le génie civil. Et on va avoir le même genre de problématique. Alors là, c'est des gens qui faisaient du béton, mais aussi des gens qui faisaient de la géologie. Donc, pour eux, la modélisation multi-échelle, elle commence à la carrière. Je prends des machins, j'arrive avec une pelleteuse, je récupère du sable, ce sable, je le mélange avec du ciment, etc. Je vais faire du béton. Alors, on continue. Un autre exemple ici, c'est de la modélisation multi-échelle vue du point de vue de gens qui regardent des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes de théorie de modélisation du climat, en liaison pas simplement avec le climat, mais en liaison avec l'ensemble du comportement d'un écosystème. Vous pouvez regarder ici le genre de diagramme que vous pouvez trouver sans difficulté si vous faites multiscale modeling and process. Donc, pour chacune de ces disciplines-là,
vous allez toujours trouver une communauté qui va s'occuper de modélisation multi-échelle. Généralement, ce qui se passe, c'est que l'insistance sur la modélisation multi-échelle est sur certains types d'échelles pour certaines communautés, et ça reflète simplement ce que j'ai dit au tout départ, qui est que l'échelle qui est pertinente pour le problème que vous êtes en train de regarder n'est pas forcément une échelle qui a besoin d'être déclinée à chaque niveau depuis le niveau atomique. Alors, là, vous voyez, ça peut prendre des proportions effroyables quand on regarde de la modélisation multi-échelle en pétrochimie, parce que ça termine par la carte du globe et les échanges de flux entre les différents endroits où vous extrayez du pétrole et les endroits où vous l'utilisez pour faire de la thermochimie. Donc, c'est vous dire qu'il y a différentes versions de ce qu'on peut appeler multi-échelle. Alors, on va revenir aux matériaux. Voilà un diagramme que les gens du CEA reconnaîtront bien, parce que c'est devenu quasiment un drapeau. C'est l'idée de faire une modélisation pour le comportement des matériaux de structure dans les centrales nucléaires, où on va se poser la question depuis les électrons jusqu'à... Vous voyez, c'est encore pire, on ne commence pas aux atomes, on commence carrément aux électrons. Depuis les électrons jusqu'à la cuve, de regarder les différentes étapes qui vont nous permettre, idéalement, de comprendre le comportement d'un matériau, non seulement d'un matériau pour construire la cuve, mais aussi d'un matériau en usage de la cuve, c'est-à-dire notamment la manière dont ce matériau va se comporter sous irradiation. Ça, je ne parlerai pas dans le détail de ça aujourd'hui, puisque dans le séminaire matériaux en conditions extrêmes, ça sera une des études de cas qui sera faite. Alors, dans ce schéma-là, vous avez l'échelle de temps qui va du picoseconde, de la picoseconde à la centaine d'années. Et là, on est pessimiste, parce qu'il faut aller plutôt... pour les structures, c'est bon, mais pour ce qui est des combustibles, par exemple, ou notamment des déchets, l'échelle de temps de l'ordonnée, ça va plutôt au niveau de la centaine de milliers d'années. Donc, c'est vous dire qu'on est quand même obligé de faire un changement d'échelle de temps. On fait rarement des thèses qui durent 100 000 ans. L'échelle d'espace va aller, grosso modo, jusqu'à une échelle qui est de l'ordre du mètre. Et idéalement, ce que ce porte-drapeau vous dit, c'est bien, j'aimerais bien, à partir de la microstructure, des structures électroniques, être capable de comprendre quelles sont les forces de liaison entre atomes, la manière dont les atomes vont se distribuer, les phases qui vont apparaître. Les phases qui vont apparaître, je vais essayer de comprendre comment elles interagissent avec les défauts qui sont les vecteurs de la plasticité. Ça me décrit à peu près ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'un grain. L'intérieur d'un grain ne se déforme pas de la même manière suivant l'orientation cristalline du grain par rapport à la sollicitation macroscopique. Donc j'ai envie d'avoir une étape supplémentaire qui est de dire comment se comporte un polycristal si je sais comment se comporte un monocristal. Et puis après tout ça, eh bien, il va falloir que je dise ça me donne une loi de comportement du matériau que je vais pouvoir mettre dans une structure, sachant que la structure n'est pas sollicitée de manière homogène, donc je peux espérer, in fine, me dire comment la structure répond à une sollicitation, par exemple une pression, une température. Et idéalement, quand vous essayez de vendre ça à une agence de moyens, vous lui dites, à partir de là, je vais pouvoir faire de manière optimale ce qui se passe là-haut. À part que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour la raison suivante, c'est que même si ça, c'est un objectif qu'on peut se donner, il y a tout un ensemble de briques élémentaires qui manquent et sur lesquelles il faut travailler. Mais d'une certaine manière, l'avantage de ça, je ne vais pas tirer sur le pianiste, l'avantage de cette démarche-là, c'est de se donner une espèce de grille de lecture, une espèce de schéma directif qui dit, bien, dans l'objectif que je veux me donner, voilà les différentes étapes qu'il va falloir prendre en compte. Alors, dès l'instant que vous voyez ça, vous voyez que j'ai, par exemple, pas du tout parlé du problème suivant, c'est que la structure, il va falloir se demander comment, vieillissant sous irradiation, elle devient plus fragile. Si je me pose la question de savoir comment elle devient plus fragile, je suis obligé de me poser la question de quels sont les défauts qui sont présents dans la structure. Vous voyez que dans ce joli schéma, il y a marqué nulle part inclusion. Les inclusions viennent du procédé. Il y a marqué nulle part la relation entre le procédé d'élaboration de la cuve, les problèmes de forgeage qu'on peut avoir avec, et les défauts qu'il peut y avoir dedans, les ségrégations qui peuvent être liées à la solidification, etc. Donc, ce que je voulais vraiment positionner là-dessus, c'est de vous dire, c'est une grille de lecture qui vous dit un objectif, mais c'est une grille qui demande à être déclinée beaucoup plus précisément. Et loin de penser que la modélisation multi-échelle est la seule chose à faire, c'est une manière de lier des objets qui restent à développer. Certains aspects sont bien connus. La relation entre un état de précipitation et une limite d'élasticité dans des matériaux cubiques face centrée est quelque chose qu'on maîtrise bien. La relation entre cette microstructure et l'écrouissage d'un matériau cubique face centré est quelque chose qui est beaucoup moins connu.
la relation entre cette microstructure et la fatigue du matériau cubique face centré en question est quelque chose qui est essentiellement empirique. Donc on est dans une situation où les briques élémentaires ne sont pas toutes là. Je crois que c'est très important de garder ça en tête, mais l'idée de cette lecture, c'est que ça nous dit quelles briques élémentaires on devrait développer si elle n'est pas encore là. Alors, ça, donc après vous avoir brossé un peu le panorama, le pourquoi de la chose, on va essayer de regarder les questions qui se posent. C'est un diagramme que j'aime bien, une version, une des n versions possibles du diagramme de modélisation multi-échelle pour les propriétés mécaniques, pour certaines propriétés mécaniques, et pour être précis, pour une propriété qui est essentiellement la limite d'élasticité et un mode d'obtention de cette propriété qui est la dynamique des structures de dislocation. Donc ce diagramme a été passé par David Rodney, et c'est un peu autour de ce diagramme-là que Marc Fivel va vous faire un exposé beaucoup plus détaillé dans le séminaire qui est associé à ce cours. Donc vous avez ici des échelles de temps et des échelles d'espace. Ces échelles de temps, ces échelles d'espace vont aller depuis le niveau atomique avec des analyses de structure électronique qui vont vous donner une idée de la cohésion entre atomes, des analyses d'interaction entre les défauts, les dislocations, enfin des analyses sur les propriétés des dislocations elles-mêmes, sur les interactions des dislocations entre elles. Donc là, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est des choses qui se passent à l'intérieur des grains. Et vous avez des outils qui regardent différentes échelles de temps. La dynamique moléculaire, par exemple, regarde des échelles de temps qui sont extrêmement courtes. Vous pouvez aller à des échelles de temps plus élevées en passant par la dynamique des dislocations, dont va vous parler Marc Fivel en détail. Vous pouvez essayer d'avoir des échelles d'espace qui sont plus grandes, en considérant que l'objet élémentaire dont vous êtes en train d'étudier le comportement n'est plus l'atome, mais la dislocation, mais le grain, etc. Donc, grosso modo, vous pouvez, dans des temps raisonnables, simuler quelques centaines de milliers d'objets. Vous faites quelques centaines de milliers de fois la taille de l'objet que vous simulez, vous avez une idée de la taille du système que vous êtes capable de simuler. Alors, les questions qui se posent sont des questions de couplage entre les différentes échelles. Donc il y a la question de développer chaque échelle de simulation et des questions de couplage entre les différentes échelles. Donc on peut essayer de faire des couplages entre les échelles de temps, et ça c'est quelque chose qui a été beaucoup fait, pas toujours achevé, mais enfin bon, il y a une force motrice importante pour faire ça, donc c'est d'aller de l'atome au cristal parfait, de rentrer la dislocation dans le cristal parfait, de regarder comment les dislocations interagissent entre elles, etc., etc. Donc ça, c'est le couplage dans les échelles d'espace. Et le couplage dans les échelles de temps, c'est d'aller depuis la vibration atomique jusqu'à des échelles de temps qui sont la durée d'un essai mécanique, la durée d'un traitement thermique. Et cette transition verticale est essentiellement beaucoup plus difficile parce qu'il n'est pas du tout clair de savoir comment on peut moyenner une échelle de temps pour passer à l'échelle de temps du dessus. Et idéalement, dans la plupart des problèmes qu'on a regardés, en fait, on est obligé de faire la transition diagonale, c'est-à-dire d'avoir à la fois des échelles de temps qui augmentent et des échelles d'espace qui augmentent. Alors, un exemple qui sera traité en détail cet après-midi. Donc là, ce matin, dans le séminaire, on aura un séminaire sur le comportement collectif des défauts et comment on peut comprendre la plasticité des matériaux. Le premier séminaire de cet après-midi, c'est Emmanuel Clouet qui va nous parler de la manière dont on peut faire un changement d'échelle d'espace et de temps pour la genèse des microstructures. Alors, donc voilà ici la taille de précipité en fonction du temps et différents outils de simulation qui permettent de comprendre ce qui se passe pour un traitement thermique donné, c'est-à-dire vous faites un traitement qui est typiquement je mets tous les atomes en solution, je me débrouille pour que l'entropie joue pour moi, c'est-à-dire je monte à suffisamment haute température, puis je trempe l'alliage de façon à le mettre dans un état métastable. Et dans cet état métastable, l'alliage en question a envie d'agglomérer les atomes, donc faire des précipités. Ces précipités ont une fraction volumique, une taille. Ça, c'est des informations qui sont très importantes pour comprendre les conséquences sur les propriétés. Et cette taille et cette fraction volumique vont évoluer en fonction de l'histoire thermique qu'on leur fait vivre, c'est-à-dire du traitement en temps, température, voire des traitements multipaliers, si on commence à aller vers des traitements réalistes et industriels. Donc vous avez ici différentes échelles de temps en secondes, avec des simulations de Monte-Carlo cinétique,
des points expérimentaux, une simulation en dynamique d'amas. Donc on montrera comment l'une peut nourrir l'autre et comment cette chose-là pourrait éventuellement aller à des échelles plus élevées. L'échelle de temps que vous avez ici, ça fait quand même un petit million de secondes. Ce que vous avez envie, c'est d'être capable de traiter des échelles de temps d'un traitement thermique qui va durer quelques heures, par exemple. Donc ça va conduire aussi à regarder des modèles qui sont plus classiques, qui sont des modèles continus, mais dont on va pouvoir les relier à des aspects microstructuraux, à des aspects atomistiques. Alors, ce genre de joli diagramme dont on va vous parler, et ça je vais y revenir parce que c'est un point qui me semble très important, c'est quelque chose qui est bien analysé, bien calibré sur des alliages relativement simples. Quand vous prenez un alliage industriel, nous sommes dans une chaire d'innovation technologique, donc dans une chaire d'innovation technologique, on est obligé aussi de se poser la question des matériaux qu'on utilise en réalité. Ben vous avez la moitié de la table de Mendeleïev dans un alliage, et vous n'allez pas faire un calcul ab initio avec la moitié de la table de Mendeleïev. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est ce que vous allez apprendre sur des systèmes simples. Comment est-ce qu'on peut éventuellement l'adapter sur des systèmes qui sont plus pertinents en termes d'outils industriels? Donc ça, on va en parler un petit peu, parce que je crois que c'est un point qui est important. Alors, ce diagramme-là, Marc va vous en parler incessamment, donc depuis sa essai d'indentation, depuis l'échelle atomique jusqu'au calcul d'éléments finis. Alors, revenons à cette question que je voulais aborder aujourd'hui, parce qu'à mon avis, elle est récurrente, et elle doit irriguer toute réflexion sur la modélisation multi-échelle dans un contexte qui a vocation à aller jusqu'au développement de matériaux et jusqu'à une approche technologique. Essentiellement, quand vous faites des résultats, et quand vous obtenez des résultats expérimentaux sur une microstructure, sur une propriété, un comportement mécanique, la plupart du temps, dans un milieu industriel, vous avez ces résultats sur des matériaux que vous avez l'intention d'utiliser, des matériaux que je qualifierais de réalistes. Donc, une source énorme de résultats, c'est la qualification des matériaux. C'est-à-dire, vous utilisez des matériaux, et pour pouvoir les utiliser, vous êtes en train de les qualifier. Donc, vous allez regarder, après différents traitements thermiques, quel est l'état de précipitation, ou après différents états de précipitation, quelle est la conséquence macroscopique sur le comportement du matériau. Alors maintenant, ce que vous voulez faire en modélisation multi-échelle, c'est généralement des choses qui sont beaucoup plus sur des matériaux modèles. Quand vous voulez faire un calcul à partir de l'ab initio jusqu'à des calculs de dynamique de Monte-Carlo pour avoir une précipitation, bien généralement, vous allez le faire sur des alliages binaires, voire ternaires, et sûrement pas sur l'alliage avec la table de Mendeleïev dont je vous parlais tout à l'heure. Les analyses que va vous montrer Marc Fivel sur les méthodes de simulation numérique de dynamique des dislocations, initialement ont été développées sur des matériaux très simples, sur l'or du métallurgiste, qui est le cuivre, le matériau dont on sait tout, ou enfin le matériau sur lequel on sait le plus de choses, je dirais. On ne sait pas tout sur le cuivre, mais on sait plus de choses. Donc en fait, vous êtes dans une situation où quand vous faites une modélisation, le juge de paix, c'est quand même toujours la comparaison entre l'expérience et la modélisation. Vous développez des modèles qui sont a priori des modèles sur des systèmes simplifiés et vous allez comparer ça à des résultats sur des systèmes modèles. Ce que vous voulez in fine, c'est que vos modèles sur des systèmes simplifiés puissent vous permettre de comprendre, voire de prédire le comportement de systèmes plus compliqués. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Voilà les différentes étapes. C'est de se dire, si on a des résultats expérimentaux sur des matériaux réalistes, regardons une limite d'élasticité en fonction d'un état de traitement thermique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des calculs de dos d'enveloppe. Calculs de dos d'enveloppe vous permettent d'identifier quels sont les mécanismes dominants et les variables pertinentes. Si je me pose la question de la limite d'élasticité, la variable pertinente dans un alliage d'aluminium, c'est l'état de précipitation, la taille des précipités, leur fraction volumique. Les inclusions dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient absolument cruciales pour ce qui est de la rupture sont des grandeurs qui sont beaucoup moins importantes pour ce qui est de la limite d'élasticité, à part que ces inclusions peuvent avoir absorbé du soluté qui, du coup, n'est plus dans l'état de précipitation. Donc, d'une certaine manière, ces calculs de dos d'enveloppe vous permettent rapidement de dire quelles sont les grandeurs qui sont vraiment importantes pour le problème que je suis en train de regarder. Alors, vous allez avoir des systèmes simplifiés où vous allez faire vos simulations à base physique, vous allez essayer de faire votre modélisation multi-échelle, et puis vous allez valider
cette modélisation sur des systèmes expérimentaux qui sont conçus pour ça. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. On a beaucoup essayé de vendre la modélisation multi-échelle en disant ça va nous permettre de faire moins d'expériences. Je pense que c'est une escroquerie. La simulation numérique ne fait pas faire moins d'expériences, elle les fait faire différemment. Et elle les fait faire différemment parce qu'on ne pourra avoir une quelconque confiance dans l'outil de simulation que si on a fait des expériences sur des systèmes qui ont été choisis pour que la comparaison soit pertinente, qui donnent confiance dans l'outil de simulation qu'on a développé. Donc ça veut dire qu'il y a une étape qui est une étape de validation du modèle, et le modèle, il faut le valider sur des systèmes expérimentaux qui ont le même degré de simplification que la simplification qu'on a fait pour construire le modèle. Sinon, je m'explique, si vous prenez un modèle qui est capable de vous dire, disons, la limite d'élasticité en fonction de l'état de précipitation d'un alliage, et que vous avez fait ça pour un système où vous avez dit mes précipités ils sont sphériques, ils sont en fraction volumique diluée, ils sont parfaitement cohérents avec la matrice. Vous prenez n'importe quel système réaliste, il y a toutes les chances que ça ne soit pas vrai, cette chose-là. Si vous vous contentez de comparer les résultats de votre simulation avec un système réaliste sans avoir l'étape intermédiaire de validation, alors vous avez deux solutions. Vous avez ce qu'on appelle le théorème d'Adamard, donnez-moi 100 paramètres, je vous fitte un éléphant et donnez-moi 101, je lui fais bouger la queue. Vous êtes sûr que ça va marcher. Ou bien vous vous dites, je fais les choses sérieusement. Si ça marche, si ça ne marche pas, vous ne saurez jamais si la simulation que vous avez faite n'est pas pertinente parce qu'elle est incohérente, ou si elle n'est pas pertinente parce que les simplifications que vous avez faites pour construire votre modèle ne sont pas admissibles pour le système avec lequel vous êtes en train de le comparer. Donc ça veut dire qu'il faut toujours, quand on fait une simulation sur un système simplifié, avoir en face un système simplifié aussi d'un point de vue expérimental avec lequel on puisse faire la comparaison, de façon à ce qu'on soit sûr que la modélisation qu'on a faite est pertinente au regard des simplifications qu'on a faites. Et puis après, se poser la question de savoir les simplifications qu'on a faites, quelle est la limite d'applicabilité qu'on peut retrouver pour un système industriel. Donc, vous avez essayé, imaginons que votre modèle, vous l'ayez comparé, par exemple, le modèle de précipitation dont va vous parler Emmanuel Chloé, vous l'avez comparé à un alliage aluminium-lithium ou aluminium-zirconium ou aluminium-scandium pour lesquels les hypothèses que vous faites sont pertinentes. Vous avez d'une certaine manière validé le modèle et après, vous allez vous poser la question de faire à nouveau des calculs de dos d'enveloppe, des calculs simples, qui vont vous dire comment est-ce que je peux adapter le modèle simplifié pour pouvoir s'attaquer à des problèmes plus compliqués. Si je regarde le problème dont va vous parler Marc Fivel, bien calibré sur le cuivre, avec 40 ans d'expérience sur le cuivre, je vous ai dit lors du métallurgiste, j'ai envie fondamentalement de l'appliquer à un alliage inox 316 que j'utilise dans les internes de cuve. Comment je passe du cuivre à l'inox 316 que j'utilise dans les internes de cuve? C'est-à-dire de faire un calcul simple qui me dit la distance d'annihilation entre deux dislocations que j'ai dans le cuivre, comment doit-elle être modifiée pour pouvoir être adaptée à la distance d'annihilation que j'aurai dans l'acier 316 à la température à laquelle je l'étudie. Et puis après, vous allez maintenant, une fois que vous allez faire cet exercice-là, là, ça va devenir pertinent de se dire j'essaye de faire une comparaison de la simulation que j'ai faite avec des résultats expérimentaux sur un système réaliste. Alors, exemple, si je prends la physique de la plasticité des métaux et alliages et l'écrouissage, par exemple, le calcul de dos d'enveloppe, c'est essentiellement, c'est une grosse enveloppe quand même, c'est-à-dire vous construisez ça avec toute la théorie des dislocations, donc il y a ce qu'il faut, mais enfin ça existe. Vous allez donc essayer, c'est ce qui va vous permettre de construire votre modèle. Le modèle, vous allez l'avoir à différentes échelles. Vous allez pouvoir avoir une analyse au niveau atomistique, une analyse au niveau mésoscopique, une analyse au niveau du comportement d'un cristal, voire d'un polycristal. Et vous allez valider ces résultats sur des simulations, sur vos simulations numériques, sur la littérature existante sur le cuivre. Donc, de manière caractéristique, vous allez calibrer un modèle de simulation multi-échelle de la plasticité sur des résultats sur les monocristaux de cuivre, et puis vous allez pouvoir, à partir de là, construire une simulation que vous allez comparer à des résultats sur les propriétés
élastique et plastique d'un cristal de cuivre qu'on sollicite dans différentes directions, où je vais avoir plusieurs systèmes de glissement qui sont activés, etc., etc. Puis vous faites votre calcul d'eau d'enveloppe qui vous dit bien comment est-ce que je dois adapter la distance d'annihilation, la probabilité de glissement dévié, et toutes ces choses-là que je connais sur le cuivre expérimentalement, comment j'attends à ce qu'il soit modifié quand je passe du cuivre à l'acier 316L. Bon, par exemple, la distance d'annihilation entre deux dislocations coins, eh bien, vous pouvez vous dire que ça se produit quand elles sont suffisamment proches. Donc il faut se dire, ben, le suffisamment proche, je construis un modèle en disant que c'est une énergie, c'est une force d'interaction qui est inversement proportionnelle à leur distance, qui doit excéder une énergie de création de défaut, par exemple. Eh bien, ce que vous avez fait, vous vérifiez que cette analyse-là permet de comprendre ce qu'il y a sur le cuivre, et vous dites, bien, si elle permet de comprendre ce qui se passe sur le cuivre, elle doit aussi marcher convenablement sur ce qui se passe sur l'acier 316L. Bien, donc voilà, et je pense que c'est important de garder ça en tête. Je crois, et ça c'est quelque chose, on a été d'une certaine manière fasciné par les simulations multi-échelles, qui ont leurs vertus, hein, qui sont des choses extrêmement intéressantes, en oubliant peut-être qu'il est souhaitable de mettre en face de n'importe quel programme de simulation un programme de validation expérimentale sur des matériaux modèles dont le choix est fait non pas en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, mais en fonction de leur pertinence vis-à-vis des simplifications qui ont été faites pour construire le modèle. Et que c'est uniquement si on fait cet exercice-là que la modélisation multi-échelle sera utile pour des matériaux réalistes. Alors, si je regarde encore ce schéma-là, eh bien vous avez un cas typique où la modélisation multi-échelle est absolument impérative. C'est précisément le comportement des matériaux dans un environnement nucléaire, parce que tous les dégâts se passent au niveau atomistique et toutes les conséquences se passent au niveau macroscopique. Donc on va avoir à comprendre quels sont les dégâts qui sont issus de l'irradiation. Et ça, les simulations qui vont permettre de faire ça sont des simulations de type dynamique moléculaire. Donc ça vous demande un certain nombre d'exigences. Quand vous voulez faire de la dynamique moléculaire sur une population d'atomes, vous n'avez pas simplement besoin de connaître les interactions entre atomes au sens de liaison qu'on devrait couper. Vous avez besoin de savoir la totalité de la force d'interaction entre les atomes. Vous allez donc irradier le matériau, vous lui envoyez un bon paquet de neutrons pour lui apprendre à vivre. Vous secouez tout ça, vous allez créer plein de défauts. Ces défauts, ils vont se recondenser, se recombiner, et puis vous allez vous retrouver après 10 puissance 3 picosecondes. 10 puissance 3 picosecondes, on est quand même assez loin de la durée de vie des centrales. Même sans les avoir allongées de 40 à 60 ans, on a quand même fait pas mal de chemin. Donc ça, c'est quelque chose qui va être une entrée de votre compréhension des matériaux sous irradiation. Évidemment, vous avez 10 puissance 3 picosecondes avec quelques centaines de milliers d'atomes. Ça, ce n'est pas votre cuve de centrale. Donc il va falloir ensuite se dire, ces défauts d'irradiation, ces défauts que j'ai créés vont me permettre soit de conduire à un état de précipitation. Donc si j'ai du cuivre dans mon acier, ce cuivre il va se mettre en petits paquets. Alors soit sous irradiation, soit simplement parce que j'ai changé la température. Et puis on va aussi avoir des condensations de ces défauts d'irradiation sous forme de boucles, lesquelles boucles vont empêcher les dislocations de bouger, conduire à un durcissement du matériau, etc. Alors, je vous ai montré cette image ici. C'est une image qui n'est pas un comportement sous irradiation, mais qui est un comportement sous traitement thermique, parce que c'est aussi quelque chose qui est important de garder en tête, c'est qu'on est dans une situation depuis moins d'une dizaine d'années qui est assez unique dans le domaine de la science des matériaux, qu'on a développé exactement au même niveau d'échelle la modélisation numérique et l'observation expérimentale. Ce que vous avez sur la droite, c'est une observation où on compte les atomes un par un. Et on les compte un par un sur une échelle où on est précisément en train de simuler leur comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui va tout à fait dans ce que je vous disais tout à l'heure. Il est absolument, c'est même une situation idéale, parce que je vous disais, il faut avoir un programme expérimental qui est en face avec les bons matériaux qui ont les mêmes degrés de simplification, mais il faut aussi avoir en face des procédures expérimentales qui permettent d'avoir l'information que vous êtes en train de simuler. Ça, c'est un cas de figure où on peut le faire. Il y a des tas d'autres cas de figure où on ne peut pas forcément le faire, et comme par hasard, c'est les cas de figure où la simulation multi-échelle a un peu tendance à être suspendue entre ciel et terre sans vraiment se raccrocher sérieusement à la réalité. Alors, si je regarde là le cas typique de l'irradiation, donc j'ai créé des défauts ponctuels, ces défauts ponctuels s'agglomèrent, et il va falloir que je regarde quelle est la dynamique d'agglomération de ces défauts
Après, une fois que j'aurai traduit la dynamique d'agglomération de ces défauts en termes de quelles sont les boucles d'agglomération de défauts, des lacunes, des défauts, des interstitiels, et bien quelle est la conséquence de ces défauts sur la limite d'élasticité du matériau, donc quelle est l'interaction des dislocations libres avec ces défauts que je vais avoir créés. Et là, vous sentez qu'on ne va plus le faire au niveau de la dynamique moléculaire. Vous êtes à une échelle de temps et à une échelle d'espace qui n'est plus du tout adaptée. Donc ça veut dire que votre dynamique moléculaire va vous dire combien de défauts je crée. Les défauts que vous allez créer, vous allez à nouveau l'inclure dans un autre type de calcul qui est de dire cette population de défauts, de quelle manière ils interagissent entre eux, comment deux lacunes ont envie d'être ensemble, comment une lacune a envie de s'absorber sur une boucle de lacunes qui est déjà là ou sur une boucle interstitielle qui est déjà là. Je vais pouvoir comme ça décrire une évolution d'une population d'agglomérats de défauts. Cette population d'agglomérats de défauts, ça peut être des boucles lacunaires, des boucles interstitielles, ça peut être des cavités. On peut prendre en compte le fait d'avoir ou non des gaz. Donc vous voyez un peu tous les ingrédients que vous allez pouvoir mettre. Et ces ingrédients-là vont vous dire quelle est l'évolution dans le temps des obstacles au mouvement des dislocations que vous allez traduire par une évolution dans le temps du comportement de ces dislocations quand on essaye de les faire bouger. Donc ça, c'est des choses qu'on reverra. On aura un séminaire là-dessus explicitement dans le cas de ce que j'appelle les matériaux en conditions extrêmes. Alors, attendez. Ah, ça y est, c'est coincé. C'est amusant, ça. On le décoince comment, ce truc? Aucune carte cible. Bon, évidemment. Si on enregistre mes moments de mauvaise humeur sur les ordinateurs, on n'a pas fini. Alors, attendez. Ah, il a vraiment tout coincé. Bien. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, je vais vous donner, là, je vous ai parlé de cas, voilà. Je vais parler de cas où ça marche comme à la parade, si j'ose dire, à part que je vous ai caché sous le tapis le fait que pour pouvoir ça, il faut des tas de données expérimentales. Certaines, on les a, d'autres, on est obligé de les estimer. Alors, si j'ai le droit de revenir en arrière sur... Oui, j'ai le droit de revenir en arrière. Voilà un cas de figure d'une modélisation de dynamique d'amas pour la formation de boucles interstitielles, de boucles de lacunes et de cavités dans un matériau sous irradiation, qui est une thèse qui a eu lieu récemment avec Areva. Et vous avez ici la liste des paramètres dont on a besoin pour pouvoir décrire ces résultats. Alors, je ne vais pas les passer en détail. Vous voyez qu'on commence à se rapprocher de ce que j'appelais le théorème d'Adamar. On a beaucoup de paramètres. Alors, il se trouve que l'astuce, ce n'est pas de se dire ces paramètres, je sais tout. C'est de se dire, il y en a un certain nombre que je sais mesurer, des coefficients de diffusion, par exemple. Il y en a un certain nombre que je sais estimer. Je sais qu'une énergie d'interface, une énergie de surface, ça va être de l'ordre d'une centaine ou de quelques centaines de millijoules par mètre carré, et que si je trouve 3 joules par mètre carré pour une énergie de surface, ça ne marche pas. Donc il y a des paramètres qu'on sait mesurer, les paramètres qu'on sait estimer, puis il y a ceux qui sont des constantes de Lourdes. Et l'idée, c'est qu'il faut minimiser le nombre de paramètres dont vous ne connaissez pas l'ordre de grandeur, qui eux sont juste des paramètres ajustables. Donc l'honnêteté d'une simulation, d'une modélisation, c'est d'essayer non pas de prétendre qu'on n'a pas de paramètres ajustables, parce qu'il y a très peu de cas où c'est effectivement la situation, mais de se dire j'essaye au maximum de construire avec des paramètres qui sont soit mesurables, soit dont on peut estimer l'ordre de grandeur. Alors je vais vous montrer un cas de figure qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. On aura un certain nombre de séminaires la semaine prochaine dans la durabilité des matériaux. C'est un cas de figure où on sent très bien la nécessité de faire une modélisation multi-échelle, et cette modélisation multi-échelle n'est pas faite actuellement, où les briques élémentaires sont en train de se construire, mais où essentiellement le lien entre les briques élémentaires reste à construire. C'est le cas de la modélisation multi-échelle de la corrosion. Alors vous voyez bien l'évidence, l'intérêt de le faire. L'intérêt de le faire, c'est qu'on a envie de savoir pendant combien de temps je peux laisser un composant avant qu'il s'amincisse trop, ou qu'il y ait des crevasses qui apparaissent, etc. On comprend très bien qu'on doit pouvoir faire des choses au niveau atomique. Si je regarde l'oxydation du nickel, par exemple, eh bien je peux faire effectivement des calculs au niveau atomistique de la manière dont le nickel va s'oxyder. Ça me suppose d'être capable d'avoir une compréhension claire des interactions entre atomes au niveau de la surface par rapport à ce qu'ils sont en volume, ce qui n'est pas toujours évident.
Et puis ce que vous pourriez avoir envie de faire, c'est de dire, eh bien, j'essaye de coupler ça avec ce qui va se passer à un niveau un peu plus élevé. Alors si on prend de la corrosion plutôt que de l'oxydation, eh bien, il va falloir se poser la question de savoir si je prends un joint de grain, quel est le courant électrochimique que je peux avoir entre le joint de grain et l'intérieur du grain, et construire comme ça, progressivement, étape par étape, quelles seraient les différentes briques qui vous permettraient, in fine, de dire si j'ai tel alliage avec telle taille de grain dans tel milieu, telle température, voilà à quelle vitesse il va se corroder. On est à des années-lumière de savoir ça tout de suite. Je pense qu'on est dans un cas de figure où là, on est plus au niveau de simuler les étapes élémentaires plutôt que de faire le chaînage. Et ça, j'insiste aussi parce qu'il est très facile de faire une image où on dit je vais faire le chaînage en oubliant que le chaînage, on peut le faire que si les briques sont là. On est dans un cas de figure où là, les briques, il faut les construire. Alors, 3 exemples. Je vais vous donner 3 exemples de modélisation multi-échelle qui sont le premier exemple est sur la simulation des structures de solidification. Ça, c'est quelque chose qui a été commencé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il y a maintenant assez longtemps, mais qui s'est beaucoup développé et qui a permis d'aborder des questions d'importance technologique qui sont, par exemple, comment je peux faire de manière contrôlée croître une aube de turbine monocristalline. C'est-à-dire quand vous solidifiez un alliage, sauf si vous le faites vraiment exprès, du style une solidification dirigée où vous avez un seul germe qui pousse, bien, quand vous solidifiez un alliage, généralement, vous avez un polycristal. Pour des raisons d'utilisation à haute température, vous avez envie d'avoir des aubes monocristallines dans certaines gammes de fonctionnement du moteur. Et je vous ai expliqué dans la leçon inaugurale qu'une aube de turbine, c'est un truc, c'est pas un cylindre, hein, c'est quelque chose qui a une forme un peu tarabiscotée, dans lequel il va falloir faire des trous pour pouvoir évacuer la chaleur. On va avoir des traitements de surface qui vont permettre de le protéger. Donc c'est quelque chose, c'est un vrai objet, quoi. C'est pas un truc pour amuser un laboratoire, une aube monocristalline. Alors maintenant, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de partir d'une solidification où vous allez avoir des tas de grains à un endroit où vous devez vous retrouver avec un seul grain. Donc en fait, l'astuce, c'est une astuce assez amusante, c'est-à-dire vous avez un bain de solide, un bain de liquide qui devient solide avec beaucoup de grains qui ont des orientations différentes, puis vous faites passer ça dans une espèce de chicane, et cette chicane va vous sélectionner un grain. Et vous allez vous retrouver à la sortie de cette chicane avec un seul grain qui va solidifier dans la forme de l'aube monocristalline. Donc ça suppose que vous êtes capable de prédire quelles sont les orientations des grains que vous allez avoir en termes de solidification et comment la thermique, c'est-à-dire la manière dont la chicane et le refroidissement autour de la chicane en question, donc c'est une espèce de queue de tire-bouchon, hein, la manière dont cette thermique-là va être capable de favoriser une orientation microcristalline plutôt qu'une autre. Donc ça peut conduire à se poser des questions du style quel doit être le schéma de refroidissement que j'impose, quel est le nombre de tours de la chicane, enfin, etc. Donc, les études qui ont été initiées à Lausanne, donc là, il y a bien une quinzaine d'années, bon, maintenant, je vous dis, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé, ont d'abord été initiées sur des systèmes simples, pour qu'on puisse y comprendre un peu quelque chose. Alors, voyez ici les différentes échelles qu'on va avoir à regarder. Donc, ça, c'est un transparent qui m'a été fourni par Charles-André Gandin. Vous pouvez avoir au niveau de la modélisation, vous posez la question de la modélisation au niveau de l'échelle de l'interface entre le liquide et le solide, la modélisation du schéma dendritique, de la dendrite qui est en train de pousser. Ce qui vous intéresse à la fin, c'est la modélisation des grains. Donc, suivant les questions que vous vous posez, vous allez focaliser sur tel ou tel aspect de la modélisation. Donc, je vais vous montrer comment on traite un problème de modélisation multi-échelle pour la fin de l'échelle. C'est-à-dire, on va oublier les atomes, mais on va se poser la question de savoir comment solidifier un liquide dans un ensemble, dans une histoire thermique donnée. Alors vous sentez que là, il y a quelque chose qui n'est pas facile, c'est quand vous solidifiez du liquide au solide, évidemment, vous avez de la chaleur qui est échangée. C'est-à-dire que le schéma thermique, le champ thermique dans lequel votre solide va se solidifier, votre liquide va se solidifier, est quelque chose qui est d'une part lié à ce que vous appliquez de l'extérieur, macroscopiquement, la manière dont vous pompez la chaleur à partir des surfaces externes de votre moule, mais ça va être aussi lié à la manière dont vous solidifiez. Plus vous allez solidifier, plus vous allez avoir un échange de chaleur entre le liquide et le solide. Et cet échange de chaleur, vous avez une source de chaleur qui va diffuser dans le liquide.
la diffusion dans le liquide est une diffusion, le transport dans le liquide peut être lié à une diffusion, peut être aussi lié à un mouvement d'ensemble du liquide. Donc ça veut dire qu'idéalement, il faut que vous soyez capable de coupler quelque chose qui est très microscopique, qui est de dire quel est le germe qui va apparaître, avec quelle vitesse, avec quelle orientation et avec quelle vitesse de croissance. Ça, c'est ce qui va vous donner à la fois le grain que vous obtenez, mais la source de chaleur interne dans votre procédé de solidification. Et vous avez besoin de coupler ça avec quelque chose qui est très macroscopique, qui est le champ thermique dans lequel votre solidification est en train de se produire. Alors je vais juste vous donner une astuce qui a été faite, qui est assez joliment réutilisable, c'est de dire le champ thermique, c'est quelque chose qu'on peut traiter de manière assez générale d'un point de vue continu. Vous avez des choses qui marchent bien pour ça, vous avez des équations de Fourier, vous avez des équations de Navier-Stokes pour le liquide, et donc vous pouvez comme ça construire des modèles continus qui vous disent comment la chaleur se distribue. Et maintenant, par contre, le champ, la source thermique que vous avez dans votre problème, c'est quelque chose qui est lié à la transformation de phase elle-même. Donc l'astuce qui avait été proposée par Michel Rapa à l'époque, c'était de dire, eh bien, je vais faire mon calcul de champ thermique par un calcul d'éléments finis, et mon calcul de source thermique, eh bien, je vais me donner des règles simples, et je vais faire ça par un système de type automate cellulaire. C'est-à-dire, je vais considérer que je fais un maillage à l'intérieur de chaque maillage de mon élément fini, et ce maillage me dit, j'ai un petit élément de volume qui a deux états, il est solide ou il est liquide. Et je vais me donner des critères pour passer de l'état solide à liquide, qui sont soit qu'il est liquide et devient solide parce qu'à côté de lui, il y avait un solide qui l'a envahi, soit il est liquide et devient solide parce que j'ai un procédé de germination. Donc vous voyez que là, on est dans une logique de simulation qui est typiquement ce qu'on appelle une logique de simulation d'automate cellulaire. C'est-à-dire vous avez un objet dont l'état va évoluer en fonction de son voisinage, soit son voisinage immédiat, est-ce que mon voisinage est solide ou liquide, soit le voisinage qui est un voisinage continu, qui est le champ thermique. Donc c'est une des astuces qui a permis... Alors maintenant, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit qu'une partie de l'histoire, parce qu'évidemment, vous sentez que l'endroit où le bas blesse, ça va être qu'est-ce que je vais donner comme critère précisément à mon automate cellulaire. Donc qu'est-ce que je vais donner comme critère de germination? Donc là, je suis obligé de m'appuyer sur ce qu'on sait de la germination solide-liquide. Parce que la germination dépend de la température à laquelle elle se produit, bien évidemment. Elle peut dépendre du fait de mettre des inoculants, elle peut dépendre du fait qu'il y a la germination puis il y a la croissance. Alors un autre aspect qui est important, c'est là, quand je vous le dis comme ça, vous pouvez avoir l'impression que le seul endroit où ça fait mal, c'est l'endroit microscopique. En fait, l'endroit macroscopique fait mal aussi. Parce que si vous voulez regarder un problème réaliste, l'écoulement du fluide, par exemple, ce n'est pas un écoulement d'un fluide tout seul. C'est un écoulement d'un fluide dans un milieu qui est partiellement solide. Donc ça veut dire que si vous voulez écrire vos équations de transport du fluide, et il va y avoir transport du fluide, puisque quand vous solidifiez, vous avez un changement de masse du système. Donc vous allez avoir des champs de pression qui vont se développer. L'équation de transfert du fluide vous demande d'avoir une perméabilité du milieu. Cette perméabilité du milieu, pourquoi on est obligé de la prendre? Parce qu'on ne va sûrement pas s'amuser à faire un calcul de mécanique des fluides avec une vraie géométrie de dendrite. Ça va être un vrai cauchemar. On peut le faire pour une dendrite, deux dendrites, on ne peut pas le faire pour une aube de turbine. Donc ça veut dire que vous allez être obligé d'avoir des équations phénoménologiques, des équations de transport de votre fluide, qui vont avoir dans ces équations-là un terme qui va être la perméabilité, et vous allez être obligé d'avoir un modèle qui vous relie la perméabilité du matériau, c'est-à-dire la manière dont le liquide va pouvoir s'écouler sous un gradient de pression à une certaine vitesse, la perméabilité du matériau à l'état microstructural, à la fraction volumique que vous avez, à la taille que vous avez, etc. etc. Donc vous voyez, ce cas-là vous montre un peu comment est-ce qu'on peut relier deux échelles qui sont forcées à coexister. Et j'ai essayé de vous montrer dans cet exemple-là où se trouvent les points bloquants, où se trouvent les difficultés. Alors, ce genre de choses, ça vous permet, par exemple, d'essayer de modéliser quelque chose qui est la transition colonnaire-équiaxe dans une solidification, dans une pièce moulée. Donc, le principe que je viens de vous décrire a été maintenant décliné avec beaucoup d'alliages, avec beaucoup de configurations, avec beaucoup de géométrie, et est un principe qui est opérationnel pour essayer de contrôler les microstructures de solidification. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple de modélisation multi-échelle, qui est un exemple qui, lui, est issu du domaine nucléaire, mais pas du domaine de l'opération des centrales nucléaires, du domaine de qu'est-ce qu'on fait du combustible une fois qu'on a fini. Alors le combustible nucléaire est dans des gaines
dans les centrales qu'on a et dans des gaines d'alliage de zirconium. Et ce combustible, quand vous avez fini, vous avez, en gros, vous voulez arrêter de l'utiliser en centrale avant que la gaine ne perce. Ça fait désordre quand il y a un trou dans la gaine. Donc vous avez une durée de vie limitée de l'utilisation de ces matériaux-là. Vous avez donc ensuite une gaine de combustible qu'il va falloir transporter à l'endroit où on va la stocker. Et le transporter, ça veut dire que à l'intérieur de la gaine en question, vous avez un combustible qui a émis du gaz, donc vous avez une pression. Donc ça veut dire que votre gaine de combustible est soumise à des contraintes. Et puis évidemment, tout ça, c'est chaud. Donc ça veut dire que vous allez avoir une sollicitation thermique pendant le transport qui va être à la fois une contrainte et une température. Alors sur un matériau, quand on augmente la température et qu'on augmente la contrainte, on va avoir une déformation plastique qu'on appelle le fluage. Mais là, il y a un cas supplémentaire qui va nous compliquer un peu la vie, qui est que les matériaux en question sont des matériaux qui ont été fortement déformés, fortement irradiés. Ces matériaux sont susceptibles de subir ce qu'on appelle une recristallisation, c'est-à-dire le fait d'être d'avoir beaucoup de défauts. Ces défauts-là, ils sont hors équilibre thermodynamique, c'est la caractéristique des dislocations. Quand je chauffe, j'ai envie de m'en débarrasser. Pour me débarrasser des dislocations, j'ai deux manières, ou bien je le fais doucement, ça c'est un phénomène qui s'appelle la restauration, ou bien je le fais brutalement en faisant apparaître des nouveaux grains qui ne contiennent plus ces défauts-là. Ça c'est un phénomène qui s'appelle la recristallisation. Et là, vous êtes dans une situation qui devient rigolote, parce que votre matériau qui a été déformé, que vous êtes en train de transporter, et qui donc voit une histoire thermique. Cette histoire thermique va conduire d'une part, une histoire thermomécanique, va conduire d'une part à avoir une réponse en termes de déformation, mais aussi une réponse en termes de microstructure. Quand vous faites cette réponse en termes de microstructure, vous partez d'un matériau où les grains sont bourrés de défauts, donc durs, et ils ont une certaine orientation cristalline. Quand vous faites la recristallisation, il apparaît des grains qui ont une autre orientation cristalline et qui sont plus mous. Évidemment, tout ça, ça ne va pas se passer d'un seul coup. Ça veut dire qu'il va y avoir des grains qui vont avoir recristallisé, des grains qui ne vont pas avoir recristallisé. Donc ça veut dire que si vous voulez comprendre le comportement macroscopique de votre gaine de combustible au fur et à mesure de son transport jusqu'au moment où vous allez la mettre dans une piscine pour la stocker avant de hacher tout ça menu et puis de s'occuper du déchet, eh bien, le comportement va dépendre, va évoluer parce que vous allez avoir cette recristallisation qui va changer la texture cristalline, qui va donc changer l'anisotropie du matériau. Donc ça veut dire que vous ne comprendrez pas le comportement macroscopique sans avoir compris au niveau mésoscopique la manière dont la structure granulaire va avoir bougé, la manière dont les défauts stockés vont avoir changé, donc l'ensemble du procédé de recristallisation. Alors, ce qu'on est en train de regarder, ce que je suis en train de regarder, c'est on essaye de travailler sur un composite évolutif. Vous avez une zone molle, une zone dure. La zone dure évolue, la zone molle change au fur et à mesure, la cristallographie change, et tout ça, c'est en train d'être sollicité par une contrainte. Alors, la recristallisation. Un exemple, la recristallisation, ça vous impose d'aller un petit peu à l'échelle d'en dessous. La recristallisation, c'est un grain, c'est des grains qui sont vierges de défauts, qui sont en train de croître aux dépens d'une matrice qui est bourrée de défauts. Donc le truc qui est facile à comprendre, c'est la croissance d'un nouveau grain. La chose qui est difficile à comprendre, c'est la germination d'un nouveau grain de recristallisation. Et ça vous amène à regarder des critères de germination qui sont quelle est la stabilité de la structure de dislocation que j'ai à l'intérieur du matériau sur lequel je suis en train de faire un traitement thermique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la modélisation en question, mais ce que je veux vous montrer, c'est que pour cette question qui est essentiellement une question de changement d'échelle, on n'est pas toujours obligé de faire une simulation. C'est-à-dire on peut parfaitement répondre à ces questions-là en ayant une approche qui est une approche analytique ou semi-analytique. Donc là, pour le cas présent, l'approche semi-analytique consiste à dire, bien, quand je regarde la manière dont va pouvoir germer un nouveau grain au cours de la recristallisation, il faut que je me pose la question de quelle est l'énergie stockée, c'est lié à la densité de dislocation qui est présente, comment cette énergie stockée peut évoluer parce que le matériau est en train de restaurer. Là, il y a des lois de restauration qui s'appellent les lois de Friedel-Kuhlmann-Wilsdorf pour ce genre de choses. Comment la structure sous-granulaire va évoluer vis-à-vis de ces critères-là. Comment je vais pouvoir avoir une zone dénudée de dislocation qui devient instable et qui se met à croître dans le matériau déformé. Donc ça se passe généralement au joint de grain du matériau. Un critère pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Bailey-Hirsch.
Et c'est toutes ces choses-là qui vont vous dire quelle est la cinétique d'évolution de la fraction volumique cristallisée ou non cristallisée. Quand j'ai fait ça, j'ai raconté qu'une partie de l'histoire, puisque je vous ai dit que le zirconium est un matériau qui est anisotrope. Il y a une texture qui est une texture de déformation, il y a une texture qui est une texture de recristallisation. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'indexer chacun des grains que j'ai fait apparaître en disant il apparaît avec telle orientation. Et une fois que j'ai fait ça, je suis obligé de traiter un problème polycristallin, c'est-à-dire une distribution de texture. Alors on va simplifier la vie en disant j'ai deux composantes de texture, mais aussi un problème composite, en ce sens que j'ai une texture qui est beaucoup plus dure que l'autre texture, pas simplement d'un point de vue cristallin, mais aussi parce qu'elle a encore beaucoup de défauts présents. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont vous permettre d'avoir un outil qui est un outil d'évolution de la microstructure sous contrainte et sous histoire thermique. Alors, attendez, je passe plus loin. Voilà. Le troisième exemple que je voulais vous traiter, donc le détail des différentes étapes sera sur les transparents du cours, mais je préférais vous traiter le troisième exemple qui est une manière de reboucler le problème du changement d'échelle avec une autre question qui n'est pas du tout une question de métallurgie et qui n'est pas du tout une question de science des matériaux. Mais la raison pour laquelle je vais vous donner cet exemple, c'est pour vous montrer comment une démarche issue de la science des matériaux peut permettre de regarder une autre classe de problèmes et voir des similitudes entre cette autre classe de problèmes. Là, c'est un problème qui est le problème de l'adhésion d'une cellule sur un substrat vivant, sur un substrat inerte. Comment ce problème-là, les outils qui existent et qui sont connus en sciences des matériaux peuvent permettre de comprendre mieux ce qui se passe quand on est en train de détacher une cellule d'un substrat. Alors nos amis belges étant là seront sensibles au fait que les études en question ont été lancées pour comprendre la manière dont on nettoie les cuves de fabrication de la bière. Donc les problèmes d'adhésion de la levure de bière sur les aciers inoxydables. Alors, l'idée que je veux faire passer ici, c'est qu'une modélisation qui couple différentes échelles est aussi une manière, non pas simplement de partir du microscopique pour prévoir le macroscopique, mais de partir du macroscopique pour essayer d'identifier à partir de ce comportement macroscopique des informations microscopiques qu'on n'aurait pas par ailleurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est en regardant la manière dont des cellules se détachent et en construisant un modèle simple pour comprendre la manière dont ces cellules se détachent, comment peut-on avoir accès à l'énergie d'adhésion, à l'énergie d'activation, c'est-à-dire essentiellement à la manière dont les protéines membranaires de la cellule permettent de s'attacher sur un substrat. Et comment cette évolution-là, comment cette grandeur-là évolue quand je change l'état du substrat. Alors, même chose, je vais juste vous donner les grandes lignes de cette approche-là, parce que c'est une manière aussi de vous dire que d'avoir un regard matériau sur un problème non matériau peut être aussi un aspect intéressant de regarder les choses. Alors, l'expérience, c'est de la vaisselle scientifique, si vous voulez. C'est vous prenez une plaque, de préférence on va prendre une plaque de verre, c'est plus facile parce que vous pouvez regarder au travers, ça c'est simple, et puis vous allez envoyer un jet d'eau, et le jet d'eau sur cette plaque-là, bien, il va faire un splash, puis vous le laissez s'écouler. Alors, vous voulez faire ça un peu plus proprement que de faire un splash, donc vous mettez un jet d'eau entre deux plaques, donc vous avez un écoulement de fluide, ça veut dire qu'à chaque endroit, vous avez un brave et honnête écoulement de Poiseuille, ça veut dire qu'à chaque endroit, vous connaissez exactement quel est le comportement en cisaillement du fluide qui est en train de s'écouler. C'est-à-dire que les cellules que vous avez déposées sur votre substrat, à chaque endroit sur le substrat, sur le verre, elles vont subir un cisaillement par le fluide qui s'écoule. Si vous connaissez la taille des cellules, que vous connaissez l'écoulement du fluide, vous avez une estimation assez rapide de la force que vont subir les cellules en question. Bien, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous regardez, et quand vous regardez ça, ça veut dire qu'en une seule image, vous avez à chaque endroit les cellules qui sont là pendant un temps donné. Donc vous pouvez regarder, en fonction du temps et de la contrainte que subissent les cellules, combien de temps elles mettent à se détacher. Donc ça veut dire que vous avez une expérience très simple, c'est ce que j'appelle la vaisselle scientifique, qui vous permet de savoir tout de suite quelles sont les cinétiques de détachement des cellules. Alors, quand vous faites cette expérience-là, alors là, c'est vraiment pas une expérience qui est difficile, il faut juste s'assurer que c'est toujours pile poil à 25 degrés, parce que dès qu'on change la température, il y a un souci. Eh bien, vous allez avoir, alors attendez, on va passer directement à ça, vous pouvez regarder en fonction de la contrainte en un point donné, en fonction du temps, quel est le nombre de cellules qui restent. Donc ça, c'est le diagramme que vous avez à droite ici.
Donc vous voyez que le pourcentage de cellules restantes, en fonction du temps, ça se passe de manière assez systématique. Vous commencez par détacher, puis vous saturez jusqu'à un certain point. Évidemment, plus vous écoulez, plus vous frottez vite, plus vous envoyez de liquide dans votre lave-vaisselle, plus ça va être propre, c'est-à-dire moins il va rester de cellules. Une chose qui est intéressante, c'est que c'est incroyablement reproductible. Moi, métallurgiste m'intéressant à ces choses-là, je me suis dit ça va être un cauchemar, c'est du vivant, ça va être distribué. Ben non, c'est pas reproductible pour une cellule, mais pour une population de cellules, là on en regarde quelques milliers, on a des résultats qui sont extrêmement reproductibles. Donc vous avez un détachement qui se fait avec une certaine cinétique et avec une certaine efficacité. Alors si vous regardez, donc vous pouvez le modéliser simplement comme ça c'est simplement c'est quelque chose d'assez simple. En fait, ce que vous êtes en train de décrire, c'est que c'est une cinétique du premier ordre. Vous ne détachez que les cellules qui sont encore attachées. Donc c'est assez normal qu'on tombe sur cette chose-là, avec une cinétique caractéristique, un temps caractéristique, enfin une fréquence caractéristique de détachement qui dépend de la contrainte, et une efficacité de détachement qui dépend aussi de la contrainte. Alors par contre, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelles sont ces courbes-là. Donc ce que vous avez ici, c'est les courbes théoriques et les courbes expérimentales. Alors, pour comprendre ça, donc ça c'est une modélisation, donc cette fois-ci pour l'instant complètement phénoménologique, de cette courbe-là en fonction de la contrainte, et de cette courbe-là en fonction de la contrainte. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça, ce n'est pas tombé du ciel, qu'il y a une bonne raison physique microscopique pour tomber sur ces choses-là. Alors la raison physique microscopique pour tomber sur ces choses-là, on va y aller tout de suite, c'est de dire une cellule qu'on est en train d'éplucher, qu'on est en train d'arracher du substrat, c'est essentiellement un sac, si vous voulez, et ce sac, il est lié au substrat par un certain nombre de ressorts. Alors ça, les biologistes ont des tas de noms compliqués pour les ressorts qui relient au substrat, mais vous créez des liens, si vous voulez. Vous créez des liens entre le sac que vous avez là et le substrat. Puis vous sentez bien qu'au point de courbure, comme ça, si vous les éloignez trop, vous ne pouvez pas étendre suffisamment le ressort pour pouvoir attacher le substrat. Puis si vous êtes ici, tout va bien parce que de toute façon, aucun des ressorts n'est vraiment étendu. Donc c'est une manière très simple de regarder les choses. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut déjà se poser la question de quelle est l'efficacité du détachement. Alors là, il y a quelque chose qui va être très simple, c'est de dire essentiellement l'efficacité du détachement, on montre qu'elle suit cette fonction-là, une fonction ERF. Alors une chose qui est amusante, c'est que si vous regardez la taille des cellules suit une loi log normale. Ce qui n'est pas bon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais elle suit une loi log normale. Maintenant, si vous regardez la contrainte critique à laquelle vous allez pouvoir détacher une cellule, si vous dites simplement cette contrainte critique, c'est le maximum d'étirement que je peux faire pour chacun des liens que j'ai entre la cellule et le substrat, eh bien vous pouvez vous dire, si j'ai une grosse cellule, une petite cellule, le terme de cisaillement qui est lié au fluide va être différent. Et ce que vous pouvez montrer, c'est que la contrainte critique que vous allez appliquer, si vous vous donnez une contrainte critique, la force critique pour pouvoir le détacher dépend de la taille des cellules. Alors une manière très simple de le faire, une manière très simple de le faire, c'est de faire une équation de bilan entre la force exercée par l'écoulement de Poiseuil, qui est cette tête-là, et puis la force exercée par les liens à cet endroit-là. Ce que vous pouvez montrer, c'est que la contrainte critique pour l'écoulement, pour détacher, va varier comme l'inverse du cube de la taille des cellules. Vous êtes content parce que comme la loi de distribution des cellules est log normal et que la contrainte d'écoulement est elle aussi, la contrainte de détachement est une fonction puissance de la taille des cellules, ça veut dire que la distribution va être aussi une loi log normale, et ça veut dire que vous allez naturellement obtenir la fréquence de ceux qui sont partis simplement en intégrant votre loi log normale de seuil de détachement. C'est comme ça que vous allez tomber sur cette loi farfelue qui est l'ERF du log de machin truc. Ça, c'est simplement une traduction du fait que la distribution en taille est log normale et que la contrainte de détachement est une puissance de la taille des cellules. Donc jusque-là, on n'a pas fait beaucoup de physico-chimie, on va en faire un petit peu maintenant. L'idée, c'est que les cellules adorent adhérer à la surface. Elles sont obligées d'étirer des liens pour pouvoir adhérer à la surface, donc ça va avoir un coût en énergie, si vous voulez. Et d'autre part, quand j'applique une contrainte, je suis en train de biaiser l'équilibre entre les liens attachés et les liens détachés. Alors là, on se dit, il y a des chimistes qui ont fait le travail pour nous, et on va voir comment. Pardon, ça je vous l'ai déjà montré. Excusez-moi. Voilà. Si vous regardez le lien, vous dites, j'ai un lien étiré
et un lien pas étiré, j'ai une espèce de constante de raideur que je ne connais pas, mais je me dis c'est un lien que je suis en train d'étirer, ou un paquet de liens que je suis en train d'étirer. Et je suis juste en train de me dire, eh bien, j'ai deux états pour ce système-là. J'ai un état détaché et un état attaché. Puis j'ai une population de ces deux états. Et quand je vais commencer, donc je vais passer du lien détaché au lien attaché avec une certaine fréquence, qui est la fréquence de franchissement de cette barrière-là. Toute personne qui a fait de la physico-chimie se dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Donc on est juste en train de recycler cette idée-là en disant que maintenant, si je commence à appliquer une contrainte sur ce système-là, que je commence à détacher la cellule, ben, je suis en train essentiellement de faire travailler le système. Donc je suis en train de biaiser l'équilibre entre attaché et détaché par le fait que j'ai appliqué une contrainte. Donc je vais changer les flux de population entre les liens qui sont attachés et les liens qui ne sont pas attachés. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de regarder comment une population qui est je franchis dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je vais appeler ça, c'est du cas on et du cas off, bien comment ce truc-là est biaisé par le fait d'appliquer une contrainte. Alors, quand vous sortez la mécanique de cette chose-là, donc ça c'est juste une algèbre qu'on a l'habitude de faire quand on fait des mécanismes réactionnels, par exemple, et bien vous arrivez à l'idée suivante, c'est que vous avez votre cellule ici, qui est avec un lien d'adhésion, si vous voulez. Cette zone adhérente ici, eh bien, elle va correspondre à un équilibre entre la force que vous êtes en train d'appliquer et les liens que vous êtes en train de former. Bon, et si vous appliquez une force suffisamment grande, ben, ce qui va se passer, c'est que la zone adhérente qui devrait être capable d'équilibrer ça, eh bien, vous force à étirer des liens plus qu'ils ne peuvent le supporter. Donc ça va vous donner une liaison entre la taille de la zone d'adhésion, la courbure, qui est la courbure intrinsèque de votre cellule, et puis la force que vous êtes en train d'appliquer à l'extérieur. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez tous les ingrédients de la modélisation de l'adhésion. Et ce que je veux simplement vous montrer pour finir, puisqu'on arrive à... Oui, j'ai déjà débordé. Ce que je vais vous montrer pour finir, c'est une loi entre la vitesse de pelage et la force appliquée. Et ça, on peut le voir de la manière suivante, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire de la microscopie confocale pour regarder une seule cellule. Et vous regardez à quelle vitesse la cellule est en train de s'éplucher. Vous avez ici les points expérimentaux et la loi théorique qui sort de ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, qui a cette tête-là. Eh bien, vous avez ici les points expérimentaux en fonction de la contrainte. Voilà. Alors, ce qu'on a à la fin de cette chose-là, c'est que... Attendez, je vais essayer de terminer ici. Voilà. Les différentes grandeurs macroscopiques qu'on obtient sont d'une part une distribution d'efficacité qui traduit la distribution de taille des cellules qui se traduit par une distribution de seuil de détachement. Vous avez une cinétique de pelage qui apparaît ici et vous avez une relation qui apparaît entre l'efficacité de la cinétique de pelage qui est liée directement à l'énergie des liens que vous êtes en train de former entre liens formés et liens pas formés. Ça veut dire qu'en regardant cette loi-là, donc vous pouvez vérifier que cette loi-là marche effectivement, vous pouvez avoir une mesure de l'énergie d'adhésion et vous pouvez regarder comment l'énergie des liens est modifiée par le fait d'avoir ou non fait un traitement thermique sur votre plaque de verre ou sur votre morceau d'acier. Bien. Alors, les conclusions de l'exposé que je viens de vous faire, je viens de vous montrer pourquoi on faisait de la modélisation multi-échelle, quel était le lien entre la modélisation multi-échelle et le programme expérimental nécessaire pour le valider, et j'ai essayé de vous montrer quelques exemples où on voit un changement d'échelle. Alors dans certains cas, c'est effectivement du multi-échelle, dans d'autres cas, c'est simplement deux échelles. Je vous ai montré des situations où on faisait plutôt quelque chose du style simulation numérique, d'autres situations où on faisait plutôt quelque chose du style analytique. Les conclusions... Pourquoi faire de la modélisation multi-échelle ? Bien, évidemment, le degré, la manière de le vendre, si j'ose dire, c'est de dire j'essaye de prédire un comportement macroscopique et à long terme à partir de comportements microscopiques ou à court terme, ça c'est une chose, mais je peux aussi faire ça en sens inverse, qui est à partir d'une observation macroscopique, comprendre l'origine microscopique de ce phénomène-là, c'est-à-dire le delta G qu'on a eu dans l'adhésion est quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de liaison de Van der Waals et c'est quelque chose qui est aussi lié au fait d'avoir tel ou tel traitement thermique traitement chimique de la surface. Les questions ouvertes
qui apparaissent de manière récurrente, et pas simplement en sciences des matériaux, mais dans tous les domaines dans lesquels ces problèmes de modélisation multi-échelle sont abordés. Je vous ai donné quelques exemples, mais on fait de la modélisation multi-échelle en détonique, en mécanique des fluides, en neutronique, et systématiquement se pose la question, évidemment, de la robustesse des blocs élémentaires. Ça, c'est le point numéro 1, et il ne faut pas le considérer comme acquis. Le type de couplage entre les échelles, est-ce que je suis en train de traduire, de donner à une échelle supérieure, en temps ou en espace, une information qui vient de l'échelle inférieure, ou est-ce que je suis en train de faire vraiment une intégration de la modélisation ? Les méthodes inverses, vous avez des tas de situations où vous avez des données que vous ne connaissez pas et vous les obtenez par méthode inverse. C'est quelque chose qu'on fait de manière standard quand on fait des éléments finis. Comment est-ce qu'on peut le faire de manière structurée et fiable quand on fait ça avec un ensemble de codes qui sont chaînés, qui font de la modélisation multi-échelle ? Une question qui est essentielle et qu'il faut se poser de manière transverse, parce qu'elle se pose aussi bien en neutronique qu'en détonique, qu'en matériaux, qu'en mécaflux, c'est la question de la propagation des erreurs. D'où vient l'essentiel des erreurs? Quelle est la précision à laquelle on doit avoir les données d'entrée pour obtenir une précision requise dans les données de sortie? Est-ce que l'erreur se trouve dans chacun des blocs ou est-ce que l'erreur se trouve dans le passage d'informations d'un bloc à l'autre? Et là, il y a des vraies questions, pas simplement de physique ou de physico-chimie, il y a des questions de mathématiques appliquées à ce niveau-là. Et je reviens à ce point-là parce que pour moi, il est vraiment essentiel. Comment construit-on un programme expérimental dédié à l'élaboration d'une modélisation multi-échelle? Je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole pour le séminaire à Marc Fivel, qui va vous donner un exemple de modélisation multi-échelle dans les propriétés plastiques des matériaux. Juste une chose, donc même motif, même punition. Le cours est suivi d'un séminaire et cet après-midi, il y aura une série d'exposés. Donc, vous êtes bienvenus à venir les suivre si vous en avez envie, sur des exemples de modélisation multi-échelle.